Salma, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce lundi. La défaite du Tavini dans la deuxième circonscription aux législatives et de la responsabilité de Moetai Broderson et Anthony Géros. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce matin Tina Cross dans un live de Tahiti Info. Explication au début de ce journal. Ce lundi 8 juillet est une date importante pour les quelques 3215 lycéens du Fénois. 77% d'entre eux ont obtenu leur baccalauréat ce matin. Nos équipes étaient à leur côté pour cette grande journée. C'est un rendez-vous aussi rare qu'important pour les Raromatei, J-3 avant la pêche aux cailloux de Maupiti. Ce soir, nous vous emmenons sur place pour en savoir plus sur cet événement qui attire à chaque édition des centaines de personnes sur l'île. Elle a attendu la fin des élections pour prendre la parole. Dans une interview de Tahiti Info, Tina Cross pointe du doigt la responsabilité du président du pays et du président du parti dans la défaite du Tavini dans la deuxième circonscription. Moetai Broderson et Anthony Géros auraient torpillé la candidature de Hinamoeura Morgan-Cross, pourtant soutenue par le leader du parti Oscar Temaru. Les précisions avec Esther Cuneo. Pour moi, vous nous avez fait perdre notre siège de la Circo 2. C'est à Moetai Broderson et à Anthony Géros que Tina Cross s'adresse ainsi sans filtre au micro de Tahiti Info. Selon cette figure du Tavini, si la circonscription 2 a été servie sur un plateau aux autonomistes, c'est à cause d'eux. À commencer par le choix de maintenir l'investiture de Steve Chayou contre sa volonté. Je pense que c'était de notoriété publique qu'à la base, je n'étais pas nécessairement candidat à ma réélection et que mon parti m'y avait poussé. Donc j'avais obéi à mon parti. Mais Tina Cross reproche aussi aux deux poids lourds du parti de s'être opposé au choix d'Oscar Temaru. Car le leader indépendantiste avait désigné Hinamoeura Cross pour porter les couleurs du Tavini. Ils n'ont pas vraiment écouté Steve. C'est plutôt, ils ont écouté leur volonté de faire barrage à Hinamoeura Cross. C'était ça leur mot d'ordre. C'était faire en sorte de faire échec, de torpiller la candidature de Hinamoeura Cross proposée par le président du Tavini. C'était ça leur motivation. Sachant que Steve ne voulait plus. Et si tout le monde reconnaît que les ex-députés ont été sanctionnés pour le compte du parti, personne n'évoque le cas de Hinamoeura Cross pour justifier la débâcle bleu ciel dans la 2. Je pense que les raisons de la sanction doivent venir en dehors des candidats eux-mêmes, puisqu'ils étaient performants sur tous les plateaux et dans tous les débats. Nous, du côté du Tavini Huiraatira, nous avons des leçons à tirer de cette défaite dans la première circonscription. Entre une victoire écrasante l'an dernier et une défaite cette année, il ne peut pas y avoir un aussi grand écart en un an de gouvernance. Interrogé ce matin, Moetai Broderson n'a pas souhaité réagir. Alors que cette nouvelle affaire met au jour l'importance des tensions au sein du Tavini, la proposition de résolution de Hinamoeura Cross relative au nucléaire promet d'enfoncer le clou demain à Taraoi. En effet, dans une question orale au président du gouvernement, les autonomistes s'engagent à soutenir le texte qui propose de préciser la nature des expérimentations nucléaires et de remplacer les termes essais nucléaires par les termes emploi des bombes nucléaires françaises à des fins expérimentales. La majorité Tavini à l'Assemblée pourrait être davantage déstabilisée avec la question orale que s'apprête à poser Nicole Sanquer. Demain, la nouvelle députée reviendra sur la rétroactivité de la loi fiscale annulée par le Conseil d'État et son impact sur les entreprises concernées. La présidente de Ahireia Porinetia a peaufiné son intervention ce matin devant la caméra d'Esther Parau-Cordet. Du coup, j'ai moins l'appréhension de partir. Pas de répit pour la nouvelle députée. Après des élections anticipées intenses, Nicole Sanquer enchaîne sur la préparation de la dernière séance de la session administrative à l'Assemblée qui se tiendra demain. Les cernes, visibles aussi sur ses collaborateurs, trahissent ce rythme effréné. Mais c'est un bourreau de travail, c'est une Wonder Woman. On a l'habitude de suivre les élus comme ça qui sont très impliqués dans les travaux parlementaires. Elle nous motive à faire de même,
a beaucoup travaillé. C'est une personne qui travaille beaucoup naturellement, normalement. Après les embrassades et les félicitations de rigueur, Nicole Sanquer se met au travail. Elle tient à interroger le gouvernement sur les conséquences de l'annulation par le Conseil d'État des effets rétroactifs de la loi fiscale. Nous voulons que le gouvernement nous explique comment ils vont traiter cette annulation de la rétroactivité, parce que derrière, il y a des entreprises, des citoyens qui attendent de connaître la procédure de remboursement ou autre. Ils me cherchent un autre bureau ailleurs. La troisième vice-présidente de l'Assemblée vit aussi ces derniers moments dans ce bureau. Pour ne pas cumuler ses mandats, elle redevient simplement représentante au sein de l'hémicycle. La députée s'envole demain soir pour Paris. Elle rejoindra jeudi le député Moerani Frebo, mais aussi ses anciens collègues de l'UDI pour finaliser leur appartenance au groupe Lyot. Ils siégeront au sein de cette formation parlementaire le 18 juillet au Palais Bourbon. Toujours en politique, mais en Calédonie cette fois, les électeurs se sont massivement déplacés aux urnes pour le second tour des législatives. Le taux de participation générale est de 71,35%. Pour la première fois depuis 1986, un indépendantiste est arrivé en tête avec plus de 57% des suffrages exprimés. Il s'agit d'Emmanuel Tjibaou, le fils de Jean-Marie Tjibaou, l'emblématique leader kanak. Dans la première circonscription, c'est un député loyaliste sortant, Nicolas Metzdorf, qui est élu. On se penche maintenant sur le classement de Te Henua et Nata, les îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier est bouclé, il est entre les mains du comité du patrimoine mondial. Sa 46e session aura lieu à New Delhi en Inde dans quelques semaines. Une délégation composée des 6 Hakaiki, du ministre de la Culture et de l'Environnement et d'experts locaux se rendront sur place à partir du 22 juillet. Le dossier qui concerne l'archipel de la Terre des Hommes devrait passer le 26. Aux Marquises, la CODIM s'organise déjà pour le retour de cette mission. On écoute son président, Benoît Kauteil. Retour, bien sûr, des Hakaiki, il y aura une mission qui est composée, bien sûr, des techniciens du pays et de la CODIM qui iront à la rencontre, bien sûr, des associations culturelles, environnement au niveau de l'archipel. La CODIM a lancé un appel à candidature pour missionner un bureau d'études qui va recruter des ambassadeurs dans chaque commune. Ces ambassadeurs seront formés, bien sûr, et c'est eux qui vont assister les associations, les sous-comités de gestion. Ce sera leur rôle. Ils sont 2461 à avoir décroché leur sésame pour les études supérieures. Les résultats du bac sont tombés ce matin. Au Fénois, le taux de réussite est de 77%. Si certains lycéens visaient avant tout l'obtention du diplôme, beaucoup espéraient une mention. Et c'est notamment le cas au lycée Samuel Raapoto où se sont rendus Sam Tainaore et Zeynep Anachi. Chaque cri de joie est accompagné du niveau de mention obtenu au bac. J'ai eu la mention assez bien. C'est vrai que j'ai pas fourni ce qu'il fallait pour avoir une meilleure mention. Du coup, je suis contente déjà de l'avoir. C'est un soulagement d'avoir le bac. Comme durant toute l'année scolaire, les professeurs étaient présents ce matin pour féliciter leurs élèves et les récompenser. Je viens leur annoncer que, comme pour les JO, les mentions seront récompensées par des médailles d'or, d'argent et de bronze. Voilà, on est un peu dans l'air du temps. Et puis félicitations à tous ceux qui ont leur bac. Et puis j'espère qu'il y aura le moins d'échecs possible. Sur les 99 élèves de la filière générale à avoir décroché une mention, 19 ont eu très bien et 4 ont obtenu les félicitations du jury, dont Isis, qui est l'une des 2 élèves du lycée à avoir été admise à Sciences Po Paris. Je fais un double diplôme donc entre Sciences Po Paris sur le campus de Paris et la Sorbonne, donc Paris 1. Et à Paris 1, je vais faire des mathématiques appliquées aux sciences sociales. La direction de l'établissement ne lâche pas ses efforts. Aujourd'hui, il fallait surtout aider et accompagner ceux qui passent au second groupe. Et pour les élèves, les attestations, les recommandations pour la suite du parcours.
Cette année, 90% des élèves de terminale du lycée Samuel Raapoto ont décroché leur bac du premier coup. Les épreuves de repêchage se tiendront mercredi et jeudi. Le taux de réussite pourrait encore s'améliorer. C'est une première pour le centre T'éveille-été. Il a accueilli aujourd'hui 12 stagiaires sans abri en réinsertion professionnelle. Ils seront formés pendant 1 an dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Valentine Vassel et Mérité Atto ont assisté au lancement de ce projet. Donner la canne à pêche plutôt que le poisson. Telle est la devise de cette formation de réinsertion. Durant 1 an, des jeunes sans-abri vont pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Un projet novateur en Polynésie française, soutenu par le Père Christophe et subventionné par le pays. Ça a été un travail de longue haleine, ça a été un peu compliqué administrativement parce que nos textes n'étaient pas adaptés à ce genre d'initiative. On utilise là les derniers CAE, puisque les CAE vont être complètement réformés. L'idée, c'est après de s'orienter vers le statut de CISAE, de manière à mettre en place ce genre de formation plus facilement. Selon Père Christophe, l'idée est de proposer à ces 12 personnes accueillies au centre T'éveille-été une formation sur place adaptée à leurs besoins. Par exemple, les formations commencent à 9h et non pas à 7h30, après qu'ils aient mangé, après voilà. On adapte d'abord. Ensuite, ils sont chez eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent laver leur linge sur place. Quand ils vont fumer la cigarette, ils sont chez eux. Pour les formateurs bénévoles, l'enjeu de ce projet n'est pas seulement d'offrir une chance aux plus démunis. Il s'agit aussi de leur redonner confiance en eux et de changer le regard que la société leur porte. Ils sont très accueillants, ils ont l'air très motivés et ils sont contents d'être là. Ils se rendent compte qu'ils ont une main qu'on leur tend, c'est une deuxième chance pour eux. Donc ils sont vraiment très impliqués, il me semble. Après là c'est le début, mais ça part bien. Dire aussi au président qu'il peut avoir confiance en nous, on va aller jusqu'au bout, jusqu'en demande, c'est notre paix de demander des stages, des formations. Si on va jusqu'au bout, peut-être on va donner encore à ceux qui sont derrière nous. On pense à ceux qui sont derrière nous. Un snack d'application solidaire ouvrira ses portes en janvier 2025. L'occasion pour les stagiaires de mettre leurs enseignements en pratique et de reverser les bénéfices des repas vendus aux plus démunis. Je vous emmène maintenant aux îles sous le vent. Après 10 ans d'absence, la pêche au caillou est de retour à Maupiti. Sur l'île, la population s'active pour confectionner un filet végétal de plusieurs dizaines de kilomètres pour capturer des poissons. Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahuiri Philippon ont suivi les préparatifs de cette pêche à l'ancienne. 1,5 km, c'est la longueur des filets végétaux patiemment tressés depuis plus d'1 semaine par les habitants de l'île. Ces tresses, en palme de cocotier, sont torsadées et liées de manière à ne pas laisser passer les poissons de part et d'autre. Ces impressionnantes couronnes sont installées dans le lagon du Motutuanei depuis hier. En entend, c'est les foins bains. C'est le plus important, c'est le pouoi. Le plus important, c'est le pouoi. Il ne faut pas que ça détende. Il faut que ça ne relâche pas. C'est ça le plus important de cette raou-là. La dernière pêche au caillou d'une telle envergure remonte à 10 ans. Les habitants les espacent pour permettre aux végétaux de repousser. C'est le moment pour les anciens de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. La famille est venue ici et on nous a demandé de la main d'œuvre. C'est volontaire pour venir ou on t'a un peu forcé la main? Les deux. T'en penses quoi? Ça te fait quoi de partager ça avec les anciens aujourd'hui? C'est bien parce qu'on apprend ce que les anciens ils ont fait. Après, c'est à nous après de perpétuer cette culture. Je suis fier d'avoir appris ce savoir-faire. Près d'1 millier de visiteurs sont attendus pour assister à cette pêche traditionnelle qui a la particularité de combiner ses filets entièrement faits main et un lancer de cailloux selon des normes précises. Chacun connaît son rôle pour assurer un accueil à la mesure de l'événement. C'est plutôt mon gendre qui est parti tresser parce que c'est dur quand même. Hein. Ouais. J'ai déjà fait, mais c'est dur pour une femme, c'est lourd. Hein. Parce que tu es obligé de prendre 6-7 demi-palmes dans chaque main et après tu tournes, il y a une façon de tourner. Hein. Jeudi, il va falloir se lever tôt pour assister aux festivités. Les embarcations sont attendues avant 7h sur le plan d'eau. Et on reste à Maupiti où nous rejoignons en direct Tiarenui Pahuiri Philippon. Tiarenui, vous êtes aux côtés du Tavana Williamson Raufawore. Comment se passent ces préparatifs?
Alors d'abord, Emma, vous l'avez vu dans ce reportage, c'est un beau spectacle que nous avons participé aujourd'hui, où jeunes et moins jeunes s'unissent pour que ce rendez-vous soit mémorable. Donc vous l'avez vu, tout est fait main. Les préparatifs n'ont pas commencé aujourd'hui, elles durent déjà depuis quelques jours et c'est ce que Tavana Willickson Rafo-Ore va nous dire. Tavana, quel est l'objectif de cet événement? Bonsoir à tous. D'ailleurs, pour commencer, il faut que ça perdure cet événement ancestral. Donc nous avons décidé, le conseil municipal, il y a plus de 6 mois de cela, d'essayer de réfléchir comment peut-on faire. Nous sommes dans une génération des jeunes où il va falloir quand même transmettre ce savoir-faire. Grâce à nos grands-parents, à nos ancêtres, à nos parents et au comité organisateur dont le président est un ancien, le président est un grand-parent, pour essayer de réfléchir comment mener cette affaire parce que ce n'est pas une mince affaire. Il faut que la population soit soudée, il faut que la population soit présente. Et comme vous l'avez vu dans vos reportages de ce matin, vous avez vu la présence des jeunes, la transmission de ce savoir-faire qui est très important pour nous. Et je souhaiterais que cela puisse perdurer dans les années à venir. Donc c'est un peu l'objectif de cette manifestation, de cet événement-là. Non seulement pour montrer à ceux qui arrivent, comme vous avez entendu, ceux qui arrivent par le Appetite Express, de montrer ce que nous savons faire comme dans les méthodes ancestrales, et bien sûr transmettre ce savoir-faire pour organiser à nouveau dans les années futures, pareil qu'aujourd'hui, tout simplement. La dernière pêche au caillou s'est tenue il y a 10 ans. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une mince affaire. Et on a l'habitude de faire ça comme il faut. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais si on le fait du début jusqu'à la fin. Donc l'apprentissage, la transmission, la tenue de la pêche au caillou, ce jour-là, c'est tout le monde sera emparé au courant. Donc c'est tout ça qu'il va falloir être pris en compte et transmettre à cette jeune génération. C'est très important pour moi. Et donc je ne doute pas que cet événement-là qui va se dérouler jeudi matin sera une réussite. Vous avez vu la météo, vous avez vu le temps aujourd'hui alors que le Maraoumou a soufflé la semaine dernière. Mon petit, c'est quand même exceptionnel. C'est une île totalement à part. Lorsqu'on décide de faire un événement, cet événement ira jusqu'au bout dans sa réussite et dans la performance. Alors à partir de mercredi, le nombre d'habitants à Mopiti va doubler. Comment est-ce que la commune s'organise pour accueillir tout ce monde? La plupart des gens sont dans les familles. Ils sont peut-être une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine dans les familles. Et ceux qui n'ont pas d'endroit pour dormir, ils nous ont déjà contactés. La commune a déjà préparé des salles communales, comme les écoles, pour pouvoir les héberger. Donc ça sera au compte-gouttes, ça sera une fois que le bateau sera arrivé chez nous mercredi après-midi. On est prêt. On va dire que l'île de Montpetit, la population est prête. Et je ne doute pas que jeudi matin, le bouquet final sera un moment extraordinaire. Et donc on sera là évidemment pour vous faire vivre tous ces beaux moments. Donc on vous retrouve tous les soirs jusqu'à vendredi et demain vous allez voir, nous vous préparons d'autres surprises. Eh bien merci beaucoup Thierry Noui et à demain. On fait place au sport. 2 passionnés de voile, Mehiti et Elohim, s'apprêtent à vivre les championnats du monde puis les championnats de France de Nacra 15. Oriane Tefao les a rencontrés pendant leur dernier jour d'entraînement. Regardez. Le Nacra 15, un bolide à voile qui peut atteindre plus de 20 nœuds dans de bonnes conditions de vent. Depuis plus de 2 mois, Mehiti et Elohim ont travaillé tous les jours leur maîtrise technique et leur cohésion sur l'eau entre Haroué et Mahina. Ce vendredi, ils affronteront les élites internationales au championnat du monde de voile des moins de 19 ans. C'est une épreuve qui va se dérouler en Italie, sur le lac de Garde, du 12 au 19 juillet. Donc Elohim et Mehiti, je pense qu'ils vont bien représenter le Fénois. Et ensuite, on aura les championnats de France qui vont se dérouler du 22 au 29 août à La Rochelle. Moi, je ferai plus la tactique et j'observe le plan d'eau. Je lui dis, en fait, moi, je lui donne toutes les informations possibles. Et lui, c'est lui qui va manœuvrer le bateau. Et voilà. On s'est bien préparé. 6 jours sur 7, on fait des parcours, des enchaînements techniques, des longues distances, des enroulements de bouées et on s'entraîne sur le parcours qu'on aura. Première consigne pour le jour de la compétition, s'extirper du paquet dès le coup d'envoi. Sur une course, le départ, ça fait 80% de la course. Donc on travaille pour ça, on travaille les départs, on travaille les manœuvres pour que à la première bouée, il soit déjà bien placé, voire en tête, on espère. On est un équipage léger, du coup dans le vent faible, on est favorisé par notre poids, mais
En globalité, on est prêt pour tout type de conditions. Bon voyage. À l'issue des championnats du monde, nos 2 régatiers rejoindront La Rochelle pour un stage de perfectionnement avant d'attaquer les championnats de France. C'est en 2015 que le groupe de chant Te Papeora no Papofei est créé. Depuis, chacune de leurs prestations à Toata est couronnée de succès. Et cette année, le groupe nous plonge dans la rencontre entre les anciennes croyances polynésiennes et l'évangélisation. Le reportage de Merete Atou. Pour sa 6e participation au Heiwai Tahiti, le groupe Te Papeora no Papofei mise sur la jeunesse. Te Reimana Te Mauri conduira pour la première fois plus d'une centaine de choristes sur Toata. Il y a beaucoup de choses que j'apprends au groupe. D'abord, les paroles, la maîtrise de la lecture rythmique, je leur fais lire d'abord. Ensuite, il y a la mélodie ou l'air du chant. Dans le hymne Tarava, il existe 9 voix et qu'il faut atteindre ces 9 voix parce que le jury nous recommande, la fiche de notation, voilà, nous recommande d'atteindre ces 9 voix. Il y a aussi, j'essaie aussi de travailler avec le groupe La Puissance et l'harmonisation du chant. Depuis sa création, Hinari fait partie du groupe de Himene avec sa tante et elle y tient un rôle particulier. Sa voix grave naturelle devient aiguë quand elle chante le péripéri. On m'a proposé de faire aussi en Tarawa Tahiti et du coup avec ma tante, donc elle a fait le péripéri 1 et on a essayé d'abord de faire moi la voix basse et elle la voix haute, mais j'arrive pas à faire la voix basse. J'ai une voix très grave, je l'avoue, ouais, mais quand je chante, elle est très haute. Ouais. Que ça soit louange, que ça soit adoration, que ça soit nos chants tout mou. J'adore le chant. Le groupe Te Papeora no Papofei foule les planches de Toata le jeudi 11 juillet à 19h35. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Dans un instant, voyez un épisode de Terre Hup-O, une terre, une histoire, puis au cœur du Heiwa. Demain, ne manquez pas à 8h50 la demi-finale de l'Euro 2024. La France sera opposée à l'Espagne. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.